Contrairement à la mentalité de petits États, au cœur du néolibéralisme, les États-Unis augmentent les investissements publics et les emprunts, dépassant 5 000 milliards de dollars et promeuvent des politiques étatistes avec des subventions à la défense, aux infrastructures et à l'industrie. Cette évolution montre que la discipline du marché a cédé le pas à la satisfaction des électeurs. En effet, le néolibéralisme, surtout après les années 1980, a conduit à un pouvoir disproportionné du capital financier. En 2024, l'économie mondiale pèse 110 000 milliards de dollars, tandis que les produits dérivés financiers totalisent 730 000 milliards de dollars. C'est 7 fois plus que l'économie réelle. Par exemple, pour 100 millions de barils de pétrole consommés, 6 milliards de barils d'échanges virtuels reviennent. Ces actifs financiers sont principalement contrôlés par les banques américaines comme BlackRock, la Fondation Soros, Rothschild Co., Palantir et la Cité de Londres, entre autres géants financiers. Cette structure souhaite la pérennité du néocolonialisme, cependant l'administration américaine vise à revenir à l'industrie, à promouvoir la production et à réduire la dépendance, à l'instar du modèle chinois. En effet, la nouvelle loi US souligne le pouvoir visible de l'État et devient un symbole de l'ère post-néolibérale. Plutôt que de réduire l'État et de développer l'économie, on privilégie une économie stratégique et un État fort. Les crises majeures ont toujours favorisé l'expansion de l'État plutôt que celle du marché. Aujourd'hui, en Occident aussi, en tout cas aux États-Unis, l'État est réapparu non seulement comme régulateur, mais aussi comme investisseur, comme donneur d'ordre et, si nécessaire, comme acteur agressif. À l'apogée du néolibéralisme dans les années 90 et au début des années 2000, on croyait que tous les problèmes seraient résolus par la main invisible du marché, que les États resteraient à l'arrière-plan et que les technocrates trouveraient des solutions rationnelles à tout. Cependant, après 2008, la transformation inverse s'est produite. Les pays censés se développer grâce aux prescriptions du FMI se sont endettés et la classe moyenne occidentale, convaincue que tout deviendrait cher grâce au libre-échange, s'est appauvrie. Avec l'effondrement du marché, un climat politique a émergé, sacralisant l'État, donnant la priorité à l'international et affirmant sa propriété, ma propriété, pardon, ma sécurité, mes données. Alors, l'âge d'or de la mondialisation a-t-il commencé à s'estomper dans l'ombre des États-Unis, des États-nations? La Chine et la Russie sont-elles devenues des exemples à suivre pour les pays du Sud global? Alors, pour parler de toutes ces questions fondamentales et leur impact sur l'avenir de la paix et de la prospérité dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, membre d'Académie européenne, donc l'Académie royale d'Espagne, de centres de recherche et de cercles de réflexion géopolitique, ainsi que de think tanks internationaux. Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, et c'est moi qui vous remercie. Et c'est là aussi l'occasion pour moi de saluer vos auditeurs et de leur dire que nous allons ensemble analyser les questions et les phénomènes que vous venez de soulever. Alors, pour commencer par la notion de dérégulation que vous avez abordée et Mhm. que vous avez liée au Big Beautiful Bill. Il me semble il faut nuancer. Effectivement, c'est un programme assez intéressant qu'on va très rapidement étudier, mais est-ce que il procède de la capacité de l'État à réguler? C'est ce que nous allons voir ensemble, parce que l'État peut aussi intervenir pour déréguler. Oui, Ce qui est sûr, c'est que les 350 milliards de dollars, 150 sont destinés au Pentagone et qu'il y a une diminution que notent beaucoup de spécialistes et que certains regrettent sur le Medicaid. Et donc,
certains estiment qu'elle pourrait aller jusqu'à 500 millions, 500 milliards, 500 millions. La Mhm. réduction de 20% de l'aide alimentaire aussi est envisagée et Washington espère diminuer, faire une économie de 230 milliards de dollars en 10 ans parce qu'ils ont conscience que la dette est lourde. Dans ce programme, 100 millions sont destinés à l'immigration, centres de rétention, plus sécurité des frontières, avec une épargne à envisager pour les enfants, pour couvrir à leur majorité les frais d'études. Donc, tout cela procède, à mon sens, plus d'une programmation, d'une vision, que réellement un objectif de régulation. La régulation, euh, au sens classique que nous envisageons, que tous les communistes, les économistes, pardon, envisagent, c'est plutôt à chaque fois rééquilibrer l'impact social d'un certain nombre de mesures économiques qui peuvent être sévères ou dures. Et donc, on réduit ou bien carrément, on favorise l'élément social. Ce qui n'est pas le cas ici. Et on va, au long de notre entretien, en reparler et revenir en détail sur cette question Mais qui oui, est là, fondamentale. monsieur Laïchoubi, donc quand on repart un peu de la crise de 2008-2009, pour ne citer que celle-là, hein, où l'État ou les États sont revenus en force et pour sauver le système bancaire. Et puis il y a eu la pandémie, les guerres d'énergie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et toutes les tensions géopolitiques dans le monde entier qui se sont suivies. Alors, est-ce que justement ces actions-là, alors que normalement l'État était censé être loin de la régulation ou même de donner une direction à l'économie, et parce qu'on pensait que l'économie était en dehors de la politique. Alors, mais est-ce que ces actions-là ont inauguré une période où l'État est de retour sur la scène des relations internationales? C'est une certitude. L'État, sous quelle forme, quel État, c'est ce qu'on va discuter Exactement. au fur et à mesure de notre entretien. Je crois savoir que vous devez aborder la question de l'impact des pandémies, des guerres énergétiques et autres. Et donc, cela est un angle qui nous permet de revenir sur les questions de fond que vous soulevez. D'accord. Alors, ma première justement question, donc le Big Beautiful Bill de l'administration américaine qui comprend 5 000 milliards de dollars de dépenses publiques a été approuvé donc par le Sénat le 1er juillet 2025 par 51 voix contre 50 grâce au vote du vice-président J.D. Vance et est devenu loi donc le 4 juillet. Donc, cette loi est directement liée selon certains spécialistes, certains analystes, et on aura votre avis, lié à l'effondrement du néolibéralisme. Donc, le néolibéralisme, qui est donc le vecteur du système de l'après-guerre froide, a fonctionné par le biais d'outils tels que la mondialisation, la déréglementation et puis la financiarisation. Alors, par rapport à ça, donc ma première question justement, la pandémie, les guerres énergétiques, les crises financières et puis les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de tensions géopolitiques ont-ils inauguré par l'action des États, ce que les États ont fait, une période où l'État est de retour sur la scène des relations internationales? Quel est... C'est incontestable que l'État revient. On l'a dit, on a détaillé le programme du Beautiful Bill. Euh, la question qui va devoir revenir, c'est quel État? Quelle est son Absolument. identité économique? Quelle est son identité stratégique? Quelle est son identité géopolitique? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État au sens classique, c'était une régulation plutôt à dimension sociale, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Nous avons un autre État et d'ailleurs, nous allons en reparler, même le profil des acteurs politiques a totalement changé, le profil des acteurs politiques décisionnels à l'intérieur des différents États, notamment de l'espace occidental. Vous avez des profils qui viennent du milieu d'affaires,
vous avez des profils qui viennent du milieu des banques, alors qu'avant, nous avions des profils plus classiques, plus politiques, donc préoccupés des équilibres entre l'action parlementaire qui elle-même représentait le citoyen. Maintenant, le poids de la représentativité de l'entreprise, du monde des affaires, du monde des banques a totalement changé le paysage politique. Et c'est à l'orée de cette question-là, de cet angle-là, que nous allons pouvoir aborder les questions que vous soulevez et qui sont éminemment intéressantes. D'accord. Alors, après donc la crise de l'OPEP dans les années 70, l'efficacité des politiques keynésiennes a diminué. Donc, c'est ce qu'on appelle, certains économistes appellent l'État-providence. C'est un peu ça. Donc, ces crises ont accéléré le virage vers les politiques néolibérales en Occident. Le néolibéralisme qui a donc pris son essor sous la direction de Thatcher et de Reagan dans les années 80, a atteint son apogée jusque dans les années 90 avec le libre marché, les privatisations, la déréglementation, la financiarisation et la mondialisation. Mais au lendemain donc de la guerre froide, le néolibéralisme a posé des bases donc économiques et politiques de trois générations permettant mondialisation et démocratisation. Et puis en 2024, 45 à 50% de la richesse mondiale, pour voir donc à quoi ça a mené, était entre les mains de 1% le plus riche dans le monde. Les 5 personnes les plus riches détenaient plus de richesse que 3,5 milliards de personnes réunies. Et après la pandémie, la richesse du 1% le plus riche a augmenté de plus de 34 000 milliards de dollars. Alors, Monsieur Laïchoubi, le néolibéralisme a-t-il été délibérément promu par les grandes entreprises et les élites financières? Et puis, la question tout de suite qui se pose, les accords de libre-échange qui ont affaibli les droits des travailleurs et renforcé les multinationales, imposé la faiblesse des impôts et la limitation des dépenses sociales au profit du capital, sont-ils encore tenables aujourd'hui? Oui, alors là, nous abordons les questions de fond et vous avez absolument raison de suggérer une introspection historique sur ces séismes que vous avez évoqués, que nous pourrons évoquer assez rapidement, la crise économique de 2008, les pandémies, les échecs de la globalisation. Alors, très rapidement, cette introspection nous conduit à vous suggérer la phrase de l'ancien directeur général du FMI et qui était président de la République fédérale allemande. Lui, il va plus loin. Il disait, les marchés internationaux se sont métamorphosés en un monstre qui doit être repoussé dans sa tanière. C'est dire qu'un ancien responsable du FMI utilise des mots extrêmement forts. Alors la Mhm. réalité est que l'analyse financière et économique à elle seule, toutes les deux, ne suffisent pas à recouper le sujet et à traduire sa complexité. Ceci d'autant que sa dimension politique est incontestable. Parce que, souvenez-vous, on vantait souvent le mérite du néolibéralisme et en disant que l'économie était neutre, qu'elle n'était pas politique. Absolument. C'est tout le contraire qui s'est avéré. Et donc, c'est l'ensemble des systèmes, comme vous venez de le suggérer, qui sont en cause dans leur choix, méthode financière, économique ou politique. Rattachés à un espace socio-économique précis des grands pays développés, le système financier et bancaire a accompagné l'entreprise dans l'investissement, puis dans un second temps, impulsant une globalisation, comme vous l'avez dit, non dénuée d'arrière-pensée politique, il s'est retrouvé aspiré par les logiques d'un modèle de compétition carrément hystérique, effréné et de recherche de rentabilité excessive, fusion coûteuse de grandes entités, dans des stratégies qui s'apparentent plus aux stratégies de guerre que des stratégies économiques. Donc, à la recherche de profit maximum, il s'est piégé en imbriquant ses intérêts avec ceux du monde aléatoire de la productivité, de la commercialité, pour finalement impulser un modèle socio-économique entièrement
centrée sur la consommation. Et très rapidement, des relations douteuses, faites d'égarements, d'errements et de manque de loyauté ont caractérisé ces relations entre les différents protagonistes du système. Leur complicité a donné lieu fatalement au surendettement, la dimension qu'on a évoquée de schizophrénie collective qui s'est fabriquée un monde virtuel avec les surprimes, etc. Donc, une fuite en avant devenait vite une attitude culturelle forte. Alors, je citerai Warren Buffett qu'on ne peut pas taxer d'anti-libéral ou d'anti-néolibéral. Il disait, il Ouais. disait, il disait, au fur et à mesure qu'il fait, j'emprunterai donc, il disait, au début, c'est la gestion de l'entreprise qui influe sur le cours de la bourse. Au bout d'un certain moment, la spéculation prend le relais. L'histoire est bien connue. Ce qui est commencé par un homme raisonnable est achevé par un fou. Vous vous rendez compte, les mots sont extrêmement durs. Et cette folie, si vous vous rappelez, la facture qui n'était que provisoire, c'est-à-dire au moment de 2001 du départ, a fait que l'endettement des ménages est passé de 7 680 milliards de dollars en 2001 à 13 825 milliards de dollars en 2007, soit un taux d'endettement moyen de 140%. Donc, si vous Et voulez, ça, c'est en 5 ans, en 5 ans, 6 ans seulement. en 5 ans, à la période, pour voir l'impact, si vous voulez, l'impact des choix néolibéraux, parce qu'un système, vous l'évaluez à la pratique, et donc il est fondamental de le rappeler, 2,6 millions de logements en seulement un an 2008 ont fait l'objet de saisies. 2,8 millions d'emplois ont été démantelés la même année 2008. C'est donc une catastrophe. Alors, il faut le rappeler, cette introspection historique, la période en question, elle dénote, si vous voulez, la carence du système et puis le choix néolibéral. D'accord. Alors, donc, la déréglementation des places financières a conduit à des crises comme celle de 2008. Comme celle, c'est ce que, par exemple, Margaret Thatcher avait appelé en 1986 le Big Bang de la City, c'est-à-dire quand ils ont enlevé toutes les règles de régulation. Et alors, ce processus a mis à mal l'idée d'autorégulation du marché. Les interventions de l'État sont devenues inévitables, notamment après 2008, alors que les grandes banques étaient renflouées, les gens ont perdu leur emploi et leur logement, ce qui a engendré colère et insécurité. Dans ce contexte aussi combiné au Covid-19, au choc sur les chaînes d'approvisionnement et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le modèle néolibéral est devenu discutable non seulement sur le plan économique, mais aussi politique et géopolitique. Je rajouterais même d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire les principes sur lesquels lui-même il est fondé. Alors, Monsieur Laïchoubi, les inégalités, la polarisation et les menaces sécuritaires ont-elles constitué les ruptures fondamentales qui ont conduit justement à ce délitement, voire effritement du néolibéralisme? Alors, dans le débat que vous suggérez, c'est franchement une question clé, très importante, et c'est pour ça que je vous remercie de l'avoir évoquée. Je vais encore aller plus loin. Mhm. La responsabilité des analystes et des politiciens qui se penchent sur les crises que vous venez d'évoquer consiste en toute responsabilité à distinguer entre les cas de dérèglement conjoncturel qui n'affectent pas la continuité d'un système et les crises graves, profondes, Systémique, dites de rupture, annonciatrices de changements majeurs dans l'organisation des sociétés et de remise en cause des philosophies qui les sous-tendent. absolument. C'est précisément le cas. Souvenez-vous, l'économie planétaire s'est contractée de 5,2% en 2020. Pour les pays de l'OCDE, qui ont été durement touchés, c'était le choc massif sur l'emploi. Le taux de chômage a doublé en fin 2019
Juin 2020, il est passé de 5,3% à 11%. L'endettement s'est envolé. La dette brute, dette publique, qui était de 72% en 2007, va évoluer à 107% en 2012, 105 en 2019 et décoller à 131% à fin 2020. C'est dans la zone euro que le recul du PIB est le plus marqué au monde, soit 9,1%. Donc les dépressions se sont succédées et ont mis en évidence des vulnérabilités inquiétantes pour le grand nombre des pays occidentaux les plus avancés. Pays occidentaux les plus avancés qui, donc, eux, sont l'apanage, le monopole de cette et l'initiateur de ce néolibéralisme. Ils ont donné l'image d'États affaiblis, incapables de définir des stratégies de réponse cohérentes et efficaces, surtout dans un contexte, et il faut le rappeler, de compétition géopolitique exacerbée où le centre de gravité de l'économie mondiale bascule progressivement vers l'Asie. C'est donc tout le modèle de développement qui est mis en échec. C'est ce système monde qui était bâti a été totalement ébranlé, mais surtout, en quelques semaines, la problématique centrale du système, en l'occurrence, comme vous l'avez suggéré, l'orthodoxie économique euh, solidement établie dans les grands pays et qui est un qu'on a appelé souvent le consensus de Washington, bâti sur des concepts, vous l'avez dit, de dérèglement des marchés financiers, de financiarisation, de réforme fiscale, de privatisation, de stricte discipline budgétaire, n'admettant pas le déficit et prônant la réduction de la dépense publique. Donc conçu pour soutenir un processus de globalisation non dénué d'arrière-pensée politique, il est le bréviaire de la conduite des institutions financières multilatérales, FMI, Banque mondiale. C'est donc bien, je vous le concède, cette philosophie centrale servant de dynamique à l'ensemble du système qui subit un grave coup d'arrêt. C'est sa fiabilité, sa cohérence qui se retrouve sérieusement remise en cause, tout comme d'ailleurs les approches de globalisation. Et donc, il va falloir, comme vous l'avez suggéré, et c'est cette période transitoire que nous évoquons, observer ce nouveau rôle de l'État, ce nouvel État, mais surtout ce nouveau rôle de l'État. Est-ce qu'il a l'identité des concepteurs de l'État-nation de départ, ou est-ce qu'il est plutôt en continuité, il se remodule en fonction des nouvelles situations, mais il garde son aspect d'état dérégulateur, ça, c'est ce que nous allons discuter ensemble. D'accord. Alors, une question, Monsieur Lachoubi, avant de terminer cette première partie de, 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 de cet entretien. Donc, reprenons un peu la crise de 2008. Donc, pendant des décennies, c'est l'ultralibéralisme. L'État a toujours été, pardon, considéré comme l'obstacle au développement, à la libre entreprise. Et voilà que les États injectent des milliers de milliards pour sauver les banques et qui s'en ont bien sortis, hein. Bien que la crise n'est pas terminée, mais ils ont fait, beaucoup de banques ont fait des profits vraiment astronomiques. Mais en mettant l'argent qui a été injecté sur le dos des États. Donc, bien que on a essayé donc de dire que voilà cet argent a été prêté par les États aux banques avec des taux d'intérêt intéressants, donc le sauvetage n'a pas coûté grand-chose. Mais ce que ils ne disent pas, et c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que ça a fait augmenter l'endettement des États d'une manière vraiment fulgurante. Alors, comment peut-on, est-ce que peut-on dire que en réalité, ceux qui ont géré la crise de 2008 se sont juste contentés d'appliquer des cosmétiques ou des sparadraps à la coquille du Titanic et qui a été saccagé par l'iceberg, mais jamais remettre les fondements du système en cause. Donc, c'est une fausse analyse de la crise. Euh,
sauver, privatiser les profits et mutualiser les dégâts, mutualiser les pertes et les mettre sur le dos du peuple. Oui, vous mettez le doigt incontestablement sur les questions qui gênent. Martin Wolf, éditorialiste du Financial Times, disait juste au moment de la crise, euh, est-ce que nous pourrons nous sortir de là sans effondrement? Si nous nous en sortirons, j'espère que nous allons remodeler, revoir l'intégralité de ce système euh, qui est injuste. Apparemment, il n'a pas été écouté, vous l'avez dit. D'ailleurs, quand vous écoutez un certain nombre d'analystes, ils sont sur la première hypothèse que j'ai évoquée. C'est pour ça que j'ai parlé de la responsabilité de certains hommes politiques ou des grands analystes. Pour les uns, c'est une difficulté conjoncturelle donc auquel il faut pallier par des mesures, vous l'avez dit, cosmétiques. Pour les autres, c'est le système lui-même qui s'effondre. Et c'est absolument la réalité, avec une complexité qui s'ajoute, c'est la compétition géopolitique, Mhm, avec l'émergence d'un certain nombre de pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous entrez en compétition géopolitique, vous êtes surendetté, vous avez un certain nombre de difficultés liées aux revenus des individus, des couches moyennes et des couches inférieures, à l'enrichissement donc des couches ultra supérieures, donc avec un malaise social réel, mais vous avez à faire face à des compétitions géopolitiques et le système dans lequel vous êtes imbriqué idéologiquement va vous conduire à plus de dépenses militaires et à rentrer dans cette compétition. Cela veut dire que vous êtes happé par l'intégralité de la folie du système. Parce qu'il faut avoir non seulement un courage incroyable, mais il faut avoir, j'allais dire, une paix mondiale, une certaine concordance mhm, pour pouvoir aborder des réformes dont certaines sont des réformes de fond qui concernent le monde entier les réformes du absolument. système financier, les réformes des partenariats économiques, les réformes commerciales. D'ailleurs, nous le voyons maintenant, les réformes, les grandes questions environnementales. Et donc, si vous voulez, les dérives du système qui ne s'arrêtent pas mettent réellement en péril non seulement l'économie mondiale, mais l'intégralité des grands équilibres. Et c'est un débat que vous avez totalement raison d'aborder. Est-ce que c'est une situation qui peut déboucher, pour une dernière question, donc vers un conflit mondial, vu son ampleur? Vous savez, quand on en parle de façon émotive Mhm, et subjective, on se dit, vous allez avoir certains qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non, d'autres qui vont dire le monde s'est habitué à chaque fois à vivre en termes de conflits guerriers sur le bord du gouffre. Bon, quand vous réagissez en analyste, la question est différente. mhm, Nous avons eu des guerres successives et qui ont été terribles, où en dehors de la période de la guerre froide et de la crise de Cuba, des, 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 de cohabitation de grandes puissances dans le même théâtre d'opérations militaires, il n'y en a pas eu. Or maintenant, les guerres qui opposaient pour l'essentiel, hein, les grands pays occidentaux, à souvent des pays du tiers-monde, Irak, Libye, Syrie, etc., du tiers-monde, parce que ça aussi, il faut le noter, maintenant font cohabiter dans le même théâtre d'opération, Ukraine, Syrie, les armées des grandes puissances. Alors, si vous suivez ces indicateurs mhm, comme un expert, vous dites, écoutez, le risque est là, il est réel, puisque les puissances mondiales, européennes, américaines, russes, chinoises, s'arment de plus en plus.
les grands décideurs, les grands responsables évoquent réellement ce risque potentiel. On le voit sur l'Ukraine, que cela débouche sur un conflit nucléaire. La probabilité, au moins en termes de communication, est là. La probabilité en termes de cohabitation sur le même théâtre d'opération, c'est-à-dire voir les armées des grandes puissances, notamment russes, américaines, européennes, dans le même espace, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient syriens, est une nouveauté absolument D'accord, incroyable qui effectivement font qu'on peut dire que le risque potentiel est là. d'accord. Alors, alors que le populisme et le protectionnisme étaient donc le pendant de la mondialisation en Occident, la Chine et la Russie à l'Est se sont imposées par des initiatives géopolitiques qui ont affirmé la légitimité du modèle étatique. Et les entreprises donc ont raccourci leur chaîne d'approvisionnement et les gouvernements ont fait de l'autosuffisance une priorité dans des domaines stratégiques, c'est-à-dire ce qui touche vraiment à l'économie réelle, la nourriture, l'industrie et ainsi de suite. Et les grandes économies ont été donc ont déclaré que la sécurité économique faisait partie intégrante de la sécurité nationale, alors que la crise touchait tous les domaines, des masques aux puces électroniques pendant la pandémie, l'Occident a abandonné du jour au lendemain son identité mondialiste et s'est tourné vers le nationalisme. Même le FMI a commencé donc à soutenir l'investissement public et les dépenses sociales après la pandémie. Alors, il y a une question quand même pour vraiment terminer avec cette, euh, ce, ce néolibéralisme. Comment expliquez-vous cette attitude donc occidentale? Et puis la question la plus fondamentale, y avait-il une faille d'un point de vue d'économie politique, de philosophie politique, une faille ontologique dans l'idéologie et la théorie économique néolibérale? C'est-à-dire que en réalité, on savait que ça ne marchera pas, il va y arriver un certain moment où ça va exploser, mais pour faire plaisir aux intérêts privés, on a laissé faire. Oui, voilà. Oui, là aussi, c'est des questions absolument pertinentes. Tout n'a jamais été rectiligne. Je vais pousser plus loin et je vais m'interroger, est-ce que le libre-échangisme a réellement existé et en quels termes? Le rôle du marché, sa présomption de neutralité vis-à-vis de la politique est largement battue en brèche par des acteurs importants qui devraient plutôt en être garants. Et je vais citer l'exemple du commissaire européen Günther Oettinger qui affirme les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter. Alors, qu'ont à voir le néolibéralisme, le marché, avec le vote des Italiens aux dernières élections? Et ça, figurez-vous, c'est des acteurs importants, c'est quand même un commissaire européen. Oui. Deuxième exemple de la légitimité de cette question, est-ce que réellement le libre-échangisme a existé? Prenez l'exemple de la réduction de l'inflation Reduction Act de 2022, la loi américaine sur la réduction de l'inflation du 16 août de 2022 qui a mobilisé à peu près 369 milliards, 350 milliards d'euros au bénéfice d'entreprises américaines, entre guillemets, entreprises vertes. Au-delà de l'aspect climatique qui a été affiché, ce texte de loi, tous les spécialistes le savent, vise également et surtout à contrer la montée en puissance de la Chine par la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Mhm. En fait, le consensus affiché au libre-échangisme, axe essentiel du libéralisme économique scandé depuis des décennies, ne s'est jamais réellement installé de façon transparente et sincère. Cette doctrine économique déjà largement fragilisée est maintenant totalement remise en cause par les États-Unis, qui subordonnent désormais leur politique commerciale à leurs objectifs de politique étrangère. Ils ne s'en cachent pas. François-Joseph Chichan considère, à propos des USA, ils cherchent des alliances économiques et commerciales avec des pays alignés
contre ceux qui menacent le statu quo. Et donc, cette forme de fragmentation économique prend le contrepoids de la stratégie souvent des entreprises et des investisseurs depuis au moins 3 décennies fondée sur l'internationalisation. Mhm. Vous l'avez dit. D'accord. Alors, et le modèle chinois, pour un peu donc faire une comparaison de capitalisme d'État et les voies de développement non occidentales, gagne donc en légitimité. Le capitalisme financier occidentalo-centré est remplacé par une structure hybride où capitalisme d'État, surveillance numérique et contrôle technologique sont étroitement liés. Et alors que le processus donc se poursuit, les États-Unis et l'Union européenne, ou les Occidentaux, soutenus par la puissance du capital financier, revendiquent toujours le leadership mondial. Mais la Chine se rapproche de son objectif, devenir, c'est-à-dire le nouveau centre technologique et financier. Des pays donc comme la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ont joué carte sur table la résistance croissante aux Occidentaux dans les pays du Sud et les systèmes alternatifs développés par la Chine avec les paiements numériques ébranlent l'hégémonie du dollar, bien que les Occidentaux donc aient tenté de faire pression sur les pays des BRICS en imposant des droits de douane ou en imposant des sanctions. Euh, voilà. Et donc, mais la majorité des pays n'ont pas répondu à ça. Et malgré la pression, les BRICS, par exemple, qui représentent une population de 3,5 milliards d'habitants, ont atteint 11 membres à part entière et nous continuent encore donc de se développer. Alors, comment analysez-vous cette dynamique? Et puis, le modèle donc de développement centré sur l'État a-t-il finalement triomphé? Parce que si l'on compare, en réalité, ce sont les périodes où il y a eu un État régulateur et stratège, ce sont les périodes où il y a eu vraiment un développement pour tous. Et je vais répondre sur cette question tout en revenant après, parce que votre question est à double tiroir. Et est-ce que ce système va évoluer? Quels sont les éléments, les indicateurs de son évolution? Est-ce qu'il va s'effondrer? Et nous allons vers quelle période? Quelle est cette période? Comment? Alors, très rapidement, même si on donne l'impression de faire des redites, c'est quand même important et fondamental de revenir sur un ensemble d'éléments. On l'a dit, il y a des recompositions et le système est ébranlé dans son fondement. La pandémie, la crise, tout ça a eu un effet accélérateur sur les changements. Donc, crise économique mondiale avec contestation. Les systèmes bâtis entre les deux guerres ont atteint leurs limites, c'est une évidence. Mhm. Et donc, en plus, et c'est là que je voudrais revenir pour dire qu'il y a des actions communes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quels que soient les choix des stratégies, si elles sont individualistes, chaque pays, elles sont vouées à l'échec ou elles ne produiront que des effets secondaires. Parce que quand vous survolez de façon plus sérieuse le sujet, vous vous apercevez qu'il y a un système qui est mis en échec, qu'il y a un système qui est en train de s'effondrer. Et nous avons ensemble évoqué les conditions dans lesquelles l'effondrement est arrivé. Maintenant, les questions qui sont intéressantes, comment cela va évoluer et va déboucher sur quoi? Alors, pour pouvoir raisonner et faire de la prospective, il est toujours fondamental pour des spécialistes de l'audit, de la prospective, de l'analyse, d'essayer d'identifier les éléments clés qui vont nous permettre de réfléchir et de projeter. Alors, il y a, on l'a dit, 3 facteurs conjugués. Crise économique mondiale, la limite des Indes, mais surtout des fins de cycle fondamentaux pour la planète. Ça, c'est très important. Donc, récession économique, catastrophe écologique,
réchauffement de la planète. Donc le réchauffement de la planète, crise économique mondiale révélatrice de distorsions profondes, endettement, montée du chômage, vieillissement de la population, explosion de la natalité ou inversion, famine, immigration clandestine. Ça, si vous voulez, sont les dossiers communs et les compétitions géopolitiques armées, terrorisme. Alors, la fin des cycles fondamentaux, ça c'est le contexte. La fin des cycles fondamentaux. Modèle énergétique saturé, il faut qu'on invente un nouveau modèle. Quel est le pays à lui tout seul qui a une capacité de recherche pour le faire tout seul? Ça n'est pas évident. Modèle Mhm. industriel polluant. Modèle agricole tournant le dos à l'écologie et gaspilleur d'eau. Insécurité alimentaire, Sahel, Somalie, migration, climat. Parce que l'insécurité alimentaire donne quoi? Donne de l'immigration. L'immigration donne quoi? Donne des réflexes, comme aux États-Unis, contre l'immigration, avec des éléments budgétaires importants qui en font une question essentielle. Mais derrière l'immigration, il y a le problème de la famine, il y a le problème des distorsions. Il y a ça, donc, vous n'empêcherez pas de démontrer que c'est un dossier commun. Il est commun, par exemple, à l'Amérique latine et il est commun aux États-Unis. Cela veut Mhm. dire qu'un pays tout seul ne peut pas résoudre. Ou C'est la même l'Afrique et chose. l'Europe. Absolument. C'est la même chose. C'est le même débat sur l'environnement, c'est le même débat sur l'écologie, c'est le même débat sur les systèmes industriels polluants. Donc, vous voyez qu'il y a des cycles fondamentaux importants qui vont dicter, quoi qu'il en soit, de devoir travailler non seulement en commun, mais qui vont dicter, quoi qu'il en soit, une période, j'allais dire, de relative accalmie pour mettre en charge ces partenariats. Est-ce que l'intégralité des décideurs ont cette vision calme, objective, d'honnêteté intellectuelle? Ça n'est pas évident. Cela veut dire que nous allons passer par des périodes transitoires en rappelant que les systèmes bâtis depuis 1945, conflit entre les démocraties et les marchés financiers, ça il faut le rappeler, c'est le système lui-même. Démocratie, maintenant les marchés financiers à la faveur de la crise, on s'est aperçu de leur côté monopolistique et gigantesque. Mais même maintenant, les institutions dites démocratiques sont pour l'essentiel dominées par des acteurs politiques dont le profil, on l'a évoqué tout à l'heure, est plus des banquiers, des hommes Ouais. d'affaires. Donc il y a plus une représentativité de cet espace qui a changé de stratégie, puisque vous avez même de grands hommes d'affaires qui ont intégré les différents gouvernements occidentaux. Donc c'est le profil, la nature même du système politique qui, qui, qui avait une séparation des pouvoirs. Maintenant, je ne sais pas trop s'il faut parler de séparation des pouvoirs. Et donc, le démantèlement de l'emploi, la désertification du territoire. Quand vous voyez les politiques américaines qui se désolent de ce que le Middle West s'est désindustrialisé, de ce que beaucoup veulent reprendre, réalimenter le tissu industriel américain ou national, là, on le sent que les systèmes dits de globalisation qui ont été mis en place ont donné l'inverse, totalement l'inverse de ce que les gens évoquaient. Et pour pouvoir réellement aborder ces questions, même quand elles sont intra-territoire, à l'intérieur du pays, et vous êtes obligé de le faire avec les autres. Le modèle américain a fait le choix du tarif douanier. Il a fait le choix de menacer par le biais de l'accord commerciaux pour obliger à ce que les grands acteurs économiques, notamment américains et autres, réinvestissent dans le territoire américain. Pour ne citer que l'exemple américain, les Européens se préoccupent de la même façon, encore que l'Europe est un cas particulier parce que c'est sur son territoire qu'il y a un conflit et qu'elle est concernée directement par les conflits du Moyen-Orient. Enfin, la globalisation, paradoxalement, est remise en cause par les initiateurs eux-mêmes et les acteurs qui l'ont initiée, qui l'ont promulguée. La fragmentation, les ruptures, le radicalisme, parce que ça aussi, il faut l'évoquer. C'est-à-dire que vous avez, à la faveur de ce contexte précis,
cet sentiment nationaliste fait que vous avez des radicalismes qui émergent. Et donc, la citoyenneté elle-même se réalise dorénavant dans la défiance. Regardez en France les gilets jaunes, c'est-à-dire les équilibres institutionnels qui ont été construits à partir de la Seconde Guerre mondiale, après les deux guerres, sont totalement déséquilibrés, mis en échec, parce que la relation citoyenne se faisait par la représentativité, avec quelques conflits sociaux qui étaient gérés, encadrés par les syndicats. C'est plus le cas maintenant. Tout le monde est absolument débordé et la citoyenneté, c'est la défiance. Alors, si vous permettez, je voudrais conclure donc celle-ci par une citation d'un philosophe roumain qui s'appelle Cioran, qui dit une civilisation débute par le mythe et finit par le doute. Alors nous sommes totalement Dans en ce le doute. moment dans cette situation. D'accord. Alors, nous arrivons donc à la dernière partie de cet entretien et qui nous concerne donc au plus haut niveau. Euh, c'est c'est que doivent faire donc les pays africains. Donc, alors pour résumer un peu, la nouvelle période donc que vous pointez peut être qualifiée de chaos multipolaire où aucun bloc ne peut dominer pleinement et où la situation s'articule autour d'alliances fragiles établies par des puissances régionales ou intérêts à court terme. Dans ce contexte, donc les marchés peinent donc à trouver confiance, les investissements sont limités par la stabilité régionale, la croissance économique ralentie, les crises financières deviennent plus fréquentes et imprévisibles. Et à cet égard, donc, la nouvelle période que nous avons franchie, les blocs fondés sur une coopération temporaire, des alliances fragiles, des amitiés et, en bref, donc, le chaos sont désormais la nouvelle norme. Et dans ce contexte, les corridors de transport, d'énergie, les systèmes financiers et les infrastructures numériques sont devenus des fronts stratégiques. Alors, par rapport à ça, Monsieur Laïchoubi, quid de la place de l'Afrique dans cette nouvelle dynamique? Et puis, avec tout ce débat, ce foisonnement d'idées dans le monde, mais aussi en Afrique, des gens qui pensent encore dans le terme néolibéral ou libéral, ou d'autres qui pensent que il vaut mieux qu'il y ait un État stratège et dirigiste, pas forcément complètement dominateur. Alors, un retour aux politiques de développement à marche forcée sous l'égide d'un État fort et stratège est-elle nécessaire dans les pays africains? Oui, oui, effectivement, il y a deux dimensions dans votre question. Dans cette période actuelle, quelles sont les grandes stratégies mises en place, même si on peut estimer qu'elles sont transitoires, on a évoqué tout à l'heure. Et deuxièmement, quid de l'Afrique? Pourquoi? Parce que l'Afrique et les autres sont tributaires des stratégies qui les entourent, qui vont pas s'imposer à eux, mais dont ils ont intérêt à tenir compte pour essayer de se frayer, de définir leur propre stratégie. Alors, c'est ce que nous évoquions, donc cette périphérie du monde développé, y compris celle de l'intérieur du même monde, c'est-à-dire la périphérie, il y a un nouveau monde qui vient. Ça, c'est une certitude. Ce nouveau monde, c'est quels sont ceux qui bousculent, qui interrogent. On l'a dit, c'est la périphérie. Et la périphérie du monde développé, vous avez la périphérie extérieure au monde occidental et vous avez la périphérie intérieure à ce propre monde. On peut appeler les banlieues, les gilets jaunes, le Middle West, le Brexit, tous ceux qui ont formulé sur les deux dernières décennies une contestation qui a commencé à être structurée sont, si vous voulez, les acteurs, les laissés pour compte de la globalisation et les laissés pour compte du libre-échangisme. C'est pour ça qu'il faut les évoquer. Alors le centre, c'est-à-dire ces pays développés, puissants, comme vous l'avez dit, qui ont continué malgré les crises pour certains acteurs d'entre eux à accumuler une capacité économique et financière exorbitante. Et donc le centre
qui veut conserver l'hégémonie, a une stratégie, a une vision. Le centre lui-même que nous appelons, parce que c'est un système monde fait des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Il a des instruments qui s'appellent le G7, qui s'appellent les places financières, qui s'appellent les grandes cités, les grands espaces de décision, qui passaient des accords, qui a des alliances militaires. C'est donc un système monde qu'on peut appeler le centre. Il veut se maintenir. Par quels moyens? Par le numérique et les nouvelles technologies. Une partie d'entre eux. Voilà, ça c'est déjà une stratégie. Et donc, pour les USA notamment, il s'agit de revisiter la démarche que nous venons de faire de globalisation, mais d'une autre manière, et ils estiment que telle qu'elle a été initiée, elle menace le leadership américain. Et donc, vous avez les nouvelles politiques américaines avec des slogans clairs, transparents, en disant l'Amérique d'abord. Cela veut dire qu'ils estiment que le leadership américain, notamment, a été menacé. L'Europe s'interroge elle-même. En effet, ils considèrent que la puissance économique subissant un gros endettement a été érodée. Perte d'emploi, l'économie américaine aurait été victime, pour beaucoup d'entre les analystes américains, de l'extraterritorialité de ces entreprises et de ces investissements. On estime qu'on a plus recherché dans les stratégies des dernières décennies pour les acteurs économiques américains de se développer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, ils estiment que l'Amérique, les USA ont été fragilisés. Et ils estiment aussi que l'ascendant passe par les technologies du futur, numérique, technosciences, big data, avec pour objectif pour les USA de conserver le leadership sur les technologies des semi-conducteurs, d'ailleurs Mhm. dorénavant traités comme des secrets d'État. Les 10 premières entreprises mondiales sont américaines, de même que 80% des capitalisations boursières du numérique sont également américaines, seulement 2% pour l'Union européenne, avec un monopole incroyable sur les câbles de flux numériques. En 2015, Google, Facebook, Amazon réalisent 1516 milliards de dollars, ce qui fait dire à Catherine Morin, sénatrice française, l'Union européenne est devenue une colonie du numérique US. Alors pourquoi je reviens sur ça? Parce que Oui, dans les nouvelles stratégies, pour recouvrer le leadership, on table sur le numérique et le big data. Et donc, il est fondamental et intéressant pour l'Afrique, pour l'Europe, pour la Russie et la Chine, d'examiner quelle est la stratégie, quel est le point fort et quel est pour se positionner. Cela veut dire que le numérique et les technologies, les nouvelles technologies sont un élément fondamental parce qu'on a parlé des fissures du système, on a parlé des incohérences, mais maintenant on parle des forces, des nouvelles stratégies. Donc, pour les autres pays, soit les pays émergents, il s'agit de combler le retard en technologie du futur, à l'instar, par exemple, du fameux conflit Huawei, tout en faisant émerger les mondes périphériques délaissés par la triade. Faire émerger notamment la route de la soie, les efforts de la Russie en Afrique et dans un certain nombre de pays. Donc, il se propose de structurer, d'organiser et de connecter ces espaces, notamment à travers la route de la soie. Cela veut dire que vous avez des offres de stratégie. Les uns estiment devoir assurer leur suprématie par le numérique, le big data, la technologie du futur, et les autres considèrent qu'à un système monde, il faut opposer un autre monde, et cet autre monde doit faire émerger la majorité de la population mondiale, des États et qui sont restés à la périphérie, que la Chine, la Russie et les autres, BRICS ne peuvent pas à eux seuls affronter le système monde. Donc, il y a lieu de structurer le monde périphérique. Et donc, pour l'ordre dominant, dès lors, les courants politiques qui composent l'ordre dominant, confrontés à ces problématiques que je viens d'évoquer, s'interrogent sur la nature des relations à établir avec les nouvelles puissances émergentes, ainsi que sur les réformes du système lui-même. Ils esquivent, ils esquissent deux approches. La plus forte consiste à freiner ces puissances
ainsi que celles potentiellement émergentes, et à reconstruire en parallèle le système monde sur de nouvelles bases. On l'a vu, les guerres, encercler des pays comme l'encerclement de la Russie, donc des conflits l'Ukraine, le conflit en Syrie, en Libye. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ces conflits ont pour objectif d'éroder les capacités des autres acteurs, sanctions, guerre commerciale, crise, conflit ouvert, repositionnement. Et donc, en remettant en cause aussi également les approches de globalisation, en recentrant l'effort de développement dans le marché intérieur américain et en préconisant une multilatéralité nouvelle, hiérarchisée, écoutez bien, bâtie autour d'un leadership américain plus agressif. Voilà, donc ça c'est tout en construisant dans le même temps une nouvelle prééminence basée sur une dimension novatrice, celle de la technoscience, du big data, la technologie du futur et du tout numérique. Alors, l'autre stratégie à l'intérieur de ce monde-là, qui est plus faible, qui est minoritaire, a pour objectif d'accepter au moins partiellement les nouvelles reconfigurations mondiales qui se dessinent et qui préfigurent un rééquilibrage des forces en s'insérant dans une nouvelle multilatéralité bâtie autour des pays émergents, notamment les BRICS, avec l'apparition de stratégies nouvelles faisant la promotion d'espaces marginalisés, je l'ai évoqué, tels que la route de la soie. L'ensemble de ces paramètres ont conduit à des bouleversements majeurs et imposent une nouvelle géopolitique à tout le monde, y compris à l'Afrique. Progressivement, le centre se déplace. Il n'est plus le monopole de la triade, dissuasion nucléaire, production technologique, capacité financière, croissance économique, puissance commerciale. Alors l'Afrique, qui a des atouts formidables, des richesses minières considérables, une richesse humaine, puisque, on l'a dit, 2 milliards 300, avec une capacité sur les couches moyennes qui feront pas loin de 500-600 millions. Pour vous donner une idée, l'Europe, dans la totalité de sa population, fera en 2050 365-370 millions, alors que la couche moyenne africaine fera le double, la couche moyenne fera le double, qui dit couche moyenne, dit ingénieur, dit médecin, dit instituteur, dit. Cela veut dire qu'elle a cet atout humain si elle met en place des stratégies intérieures d'éducation, de maîtrise, mais surtout, l'essentiel, c'est des cohérences régionales. Parce que l'objectif de ces grandes puissances, c'est de faire euh, aboutir leur stratégie. Et leur stratégie, c'est leur leadership. Ils ne se préoccupent pas de la stratégie africaine. Donc, il faudra faire très attention pour créer des cohérences régionales, notamment au Sahel. Parce Mhm. que vous avez. Alors, et puis, vous ne pouvez pas faire une cohérence, à mon sens, régionale, bien sûr. Il faut qu'elle soit autonome entre les différents pays frontaliers, mais qu'il faut eux-mêmes qu'ils se déterminent en fonction des stratégies qui sont suggérées. Quelle stratégie avec la Chine qui, dans la route de la soie, discuter partenariat stratégique avec la Russie qui assure parfois un appui sécuritaire mais qui devrait faire l'effort fantastique de s'intégrer au tissu économique, parce que souvent les Occidentaux, quand on retient le passé, l'Union soviétique a été mise en échec, parce que quand l'Union soviétique agissait uniquement sur le paramètre stratégique et politique, les autres agissaient sur le paramètre économique et par le biais d'hommes d'affaires. Ça a obtenu des résultats incroyablement là où on pensait que tout a. Donc le politique, l'encadrement ou le décisionnel n'est pas suffisant. Il faudrait que les nouvelles stratégies technologiques, économiques, que l'Afrique se détermine sur ces nouvelles stratégies. Et elle ne peut pas se déterminer pays par pays. Il faut qu'elle crée au moins des cohérences régionales, Maghreb, Sahel, Afrique de l'Ouest, etc. Mais ces atouts à elle, à l'Afrique, sont absolument considérable. J'allais presque dire, ça va un peu choquer et faire sourire, mais le potentiel en stratégie globale, le meilleur de la planète, c'est l'Afrique. Simplement, les gens de la prospective le disent. C'est comme quand on évoquait éventuellement les années 50, le potentiel de la Chine, les gens pouvaient rire ou Mhm, sourire. mhm. Eh ben, c'est la même chose pour l'Afrique maintenant. D'accord. Mais juste une
une toute petite dernière question. On peut quand même ici constater qu'en réalité la politique enfin de l'Est, des pays de l'Est émergents, qui était axée beaucoup plus sur le développement physique de leur pays, le développement des infrastructures, le développement de l'éducation, de la recherche, le laboratoire, l'hôpital, en même temps l'agriculture. C'est ce modèle-là qui a le mieux marché, plus que le néolibéral qui était essentiellement basé sur l'hyperfinanciarisation, du système. Et pour l'Afrique, est-ce que le choix n'est pas tout à fait clair? Parce que l'Afrique a besoin de se développer, mais essentiellement sur les aspects physiques de la réalité. Oui, alors dans la réelle politique, il y a une double détente, une double attitude. En théorie, c'est une évidence absolue. Quand les pays tels que la Chine, Russie et associés au Sud global, ils proposent dans leur vision des partenariats, une nouvelle vision économique, c'est une évidence absolue. Quand en face, vous avez le néolibéralisme sont des théories extrêmement agressives qui ne se préoccupent pas de partenariat économique ni de développement. Nous sommes totalement d'accord. Par exemple, les États-Unis en Afrique estimaient qu'il n'y avait pas lieu d'investir sur les infrastructures qui, elles, sont les éléments, les fondamentaux du démarrage d'une économie. Ça n'est que Absolument. face à la concurrence chinoise et russe qu'ils ont dû modifier l'intégralité de leurs principes de coopération internationale. Et donc, pour nous résumer d'un débat extrêmement intéressant, parce que ça, c'est des débats de fond qu'on a intérêt à écouter, à suivre pour tout comprendre. Il y a lieu de faire face à des stratégies agressives, parce qu'elles se traduisent très souvent par on infiltre un monde, on sépare, on a vu les révolutions de couleur, on a vu un certain nombre d'actions de déstabilisation. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les théories angéliques, nous sommes dans quelqu'un qui a un pays, un espace, et qui veut définir son leadership et l'asseoir. Il peut développer des stratégies parallèles dévastatrices. On a vu le monde actuel n'hésite pas à des conflits terribles. On le voit à Gaza, on le voit au Absolument. Sahara occidental, on le voit en Europe, c'est-à-dire soit on essaie d'encercler, on l'a dit, on érode l'acteur d'en face, ou on encercle, on l'érode que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, sur les sanctions économiques, financières. Nous ne sommes pas dans les grands projets communs de la planète. Et si on agit comme ça avec des grandes puissances, vous pensez bien qu'avec les autres, la Syrie, la Absolument. Libye, ce qu'on leur réserve. Et donc l'Afrique est obligée d'avoir une double attitude, celle de se prémunir, de se préserver, de savoir passer des compromis intelligents avec les espaces agressifs et celle de développer des stratégies plus ouvertes, plus importantes, avec des pays qui vous suggèrent des partenariats, quand bien même ils se préoccupent, et c'est tout à fait naturel, de leurs intérêts. Mais la seule Absolument. chose pour pouvoir entrer dans ça, j'insiste si vous permettez, il faut des cohérences régionales. D'ailleurs, le futur de la globalisation se fera, mais avec des espaces, des cohérences régionales qui vont devoir peser sur l'avenir économique mondial. Cohérence régionale, je peux en citer un certain nombre. J'ai cité tout à l'heure le Sahel. Vous pouvez citer en Amérique latine les cohérences autour du Brésil et du nord de l'Amérique latine, etc., les cohérences d'Amérique centrale. Par conséquent, parce que vous voyez que les autres puissances développent des cohérences, surtout les puissances occidentales. Elles travaillent D'accord. toujours dans des cohérences. La cohérence dite européenne, celle dite américaine, etc. Donc la conclusion, c'est que le maître mot face à des bouleversements, il faut de la cohérence, il faut des choix et il faut de la stabilité politique et économique et un très bon Mhm. partenariat.
D'accord. Alors, chers, ainsi- chers auditeurs, notre entretien donc arrive à sa fin. Monsieur le ministre Mohamed Laïchoubi, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour Excusez-moi, traiter tout d'un autre simplement, sujet. quand je parlais de l'Afrique, du Maghreb, je parlais aussi de l'acteur algérien, qui est un acteur central avec les autres pays, Absolument, oui. Mali, Niger, etc. Donc, je pense que Absolument. vous l'avez compris et que Absolument, c'était très absolument. clair dans mon C'était clair. intervention. C'était très, très clair même. Alors, merci encore une fois et à très bientôt.